Bonjour Louise. Bonjour. Peux-tu nous dire ce que c'est qu'être éco-délégué ? Un éco-délégué, c'est un élève qui s'investit dans des projets sur plusieurs causes éco-responsables. Nous faisons des actions, des projets et même des films ou des courts-métrages. En tant qu'éco-délégué, nous devons choisir des objectifs, comme par exemple essayer de gaspiller le moins possible, limiter les déchets dans la cour. Un éco-délégué a 4 missions. Un relais, transmettre des idées aux camarades et aux professeurs, les informer des projets. Un ambassadeur, représenter sa classe dans les réunions. Un décidateur, mettre en place des actions de communication pour toucher les élèves. Un garant, vérifier que les projets mis en place fonctionnent. Au collège Marcel Pirel, il y a 3 thèmes. La biodiversité, le réchauffement climatique et le tri des déchets. Voilà ce qu'est être un éco-délégué. À propos du réchauffement climatique, les éco-délégués du collège Marcel Pirel enquêtent. Agathe, pourquoi as-tu choisi le climat et pas le tri des déchets ou la biodiversité ? Parce que c'est ce qui me semblait le plus important, parce que en ce moment on en parle souvent aux actualités, télé, radio, tout ça, et souvent aussi on nous demande, tout le monde dit que c'est un peu notre génération qui va qu'on va s'en sortir, du coup je voulais participer. Et toi Noémie ? Le plus important, dans les autres sujets proposés au collège, la biodiversité, le tri des déchets, c'est lié au réchauffement climatique. Donc c'était le plus important après moi. Moi j'ai choisi ce groupe car c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que la Terre à un moment va disparaître et du coup nous aussi. Donc pourquoi tu as choisi le climat et pourquoi pas d'autres groupes ? Parce que ce groupe, ça m'a inspiré. Que pour moi, c'est important de sauver la planète pour les autres générations qui viennent après. Parce que pour moi, ce groupe, c'était assez important parce que c'est pour notre avenir. Je trouvais que c'était le plus important de tous. En 1977, on savait déjà que l'homme pourrait bien être responsable de certaines causes du réchauffement climatique. Depuis le 19e siècle, chaque jour, une quantité croissante de charbon et d'hydrocarbures est brûlée dans le monde. Cette action aboutit à la délivrance de quantités énormes de gaz carbonique, quelques 43,1 milliards de tonnes par an actuellement, contrairement à 31,7 milliards en 2012. La quantité totale de gaz carbonique présente dans l'atmosphère augmente donc de façon énorme malgré la présence des océans et de la végétation qui en absorbent une fraction appréciable. Ainsi, la teneur de l'air en gaz carbonique, qui n'était que de 391,5 parties par million en 2012, est aujourd'hui à l'ordre de 416,41 parties par million et pourrait atteindre un grand nombre si la consommation de charbon et d'hydrocarbures garde le même rythme qu'aujourd'hui dans les années à venir. Cette augmentation est assez angoissante. En effet, le gaz carbonique présent dans l'atmosphère possède la propriété d'absorber les radiations infrarouges émises par le globe terrestre, et lorsque la proportion de gaz carbonique dans l'air s'accroît, la plus grande partie des radiations terrestres est absorbée, ce qui entraîne une augmentation de la température. On l'appelle l'effet de serre. Maintenant, nous savons que c'est à cause de l'homme qu'il y a le réchauffement climatique et que la température pourrait s'élever de 1,5 degré selon le GIEC. Dans 3 ans, il y aura des choses irréversibles pendant des milliers d'années. Pour avoir des informations plus précises, nous avons essayé plusieurs avis scientifiques. Nous sommes d'abord allés au Mont Égual pour interviewer le météorologue Monsieur Goss. Êtes-vous témoin à l'Observatoire du réchauffement climatique ? C'est vrai que si on regarde la collecte des données, les courbes des températures, on s'aperçoit en effet que le réchauffement climatique est là. Puis, nous avons assisté au webinaire de Monsieur Sultan. Nous nous sommes finalement tournés vers le dernier rapport du GIEC, dont les 3e du collège nous ont traduit le résumé. Nous vous en avons sélectionné des extraits. La température du globe en surface continuera d'augmenter jusqu'au moins le milieu du siècle en considérant tous les scénarios d'émission. Un réchauffement climatique d'1,5 à 2 degrés s'effectuera pendant le 21e siècle.
à moins que de grandes réductions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre se produisent dans les prochaines décennies. L'état actuel du climat. Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et la Terre. Des chargements étendus et rapides dans l'atmosphère, l'océan, la cryosphère et la biosphère se sont produits. L'ampleur des récents changements ont été sans précédent depuis plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années. Le climat induit par l'homme affecte déjà de nombreux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde. De nombreux changements dans le système climatique deviennent importants en relation directe avec l'augmentation du réchauffement climatique. Ils comprennent l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des températures externes, Des vagues de chaleur et de fortes précipitations, des sécheresses agricoles et dans certaines régions, la proportion de cyclones tropicaux intenses, ainsi que des réductions de la banquise arctique et de la couverture neigeuse et du pergélisol. Avec le nouveau réchauffement de la planète, chaque région devrait connaître de plus en plus de changements simultanés et multiples. Les facteurs d'impact seraient plus répandus à 2 degrés qu'à 1,5. Du point de vue des sciences physiques, limiter le réchauffement climatique causé par l'humain nécessite de limiter les émissions cumulées de CO2 en atteignant au moins 0 émission nette de CO2, ainsi que de fortes réductions des autres émissions de gaz à effet de serre. Des réductions fortes et rapides soutenues des émissions de méthane. Aujourd'hui, un Français émet 9 tonnes de CO2 ou équivalent par an. Il faudrait progressivement réduire nos émissions pour se limiter à 2 tonnes par an et par personne. Les services publics, défense, santé, enseignement représentent 1,478 tonnes de CO2 par an et par personne. 3000 litres de fioul domestique représentent 9,720 tonnes de CO2. Un aller-retour Paris-New York en avion représente 1,762 tonnes de CO2. Un aller-retour Marvejols-Mont-Roda en voiture par jour pendant 5 jours représente 10 kg de CO2. 2 tonnes par personne et par an représentent 38 kg par semaine et encore quelques ordres de grandeur. Un repas par jour avec beaucoup de viande rouge représente 49 kg de CO2. 4 heures de vidéo YouTube représentent 1,84 kg de CO2. La Lozère, l'Hérault, l'Ardèche, le Gard et la Haute-Corse sont les départements les plus touchés par les épisodes méditerranéens en France. Leur situation et configuration géographique les rendent vulnérables à ce type d'événements météorologiques. On perçoit les impacts du réchauffement climatique en Lozère. Par exemple, à Saint-Jean-du-Gard, le 19 septembre 2020, il y eut un gros orage et une forte crue comme vous le voyez sur cette vidéo prise par un particulier. Voici le niveau d'eau en temps normal. Pour répondre à notre question, quels sont les impacts du réchauffement climatique en Lozère, nous interviewerons M. Henri Clément, apiculteur lozérien, président de l'Union nationale de l'apiculture française jusqu'à 2011, actuellement président du syndicat apicole de Lozère et écrivain de nombreux livres sur les ruches et les abeilles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes apiculteur et avez déjà fait un dossier sur le réchauffement climatique. Pouvez-vous nous dire quels sont les impacts en Lozère ? Ça bouleverse complètement la vie de la colonie d'abeilles. Les hivers sont beaucoup plus doux qu'auparavant. Donc les abeilles redémarrent plus tôt, au mois de février déjà, alors que d'habitude c'est jusqu'au mois de mars-avril. Elles redémarrent et la colonie repart, c'est-à-dire que la reine repond, ça reprend du dynamisme, il y a de plus en plus de jeunes abeilles, etc. Et on se rend compte qu'après, alors que elles ont bien démarré, il y a des gelées tardives, il y a du mauvais temps, et à ce moment-là, elles ne peuvent plus aller sur les fleurs pour butiner du pollen et du nectar, et donc elles ont de la difficulté même à se nourrir. Et cette année, en 2021, on a eu la pire année depuis peut-être très longtemps en Lozère, en France, mais en Lozère particulièrement au niveau de l'apiculture. Et donc ensuite, comme on est en montagne, la Lozère, c'est une apiculture de montagne. On a un département qui est à peu près 1000 mètres d'altitude. Donc les récoltes, les floraisons sont très très courtes. Ensuite, il a fait un peu beau au mois de juillet, mais c'était presque trop tard. Et puis après, la saison était finie, les fleurs étaient passées. Et donc ce qui fait que cette année, les abeilles ont souffert au printemps. Et en été, il y a eu très très peu de miel. C'est-à-dire qu'on a eu à peu près un tiers à peine du miel qu'on a dans une année normale. Et puis il y a un autre aussi impact au niveau du climat,
c'est qu'on a un petit acarien qui est un coquin qui s'appelle le varroa, qui est arrivé dans les années 80 et qui pond dans les alvéoles où naissent les abeilles. Et donc, comme il se multiplie plus vite que les abeilles, il se nourrit de l'hémolymphe, on appelle, c'est le sang des abeilles, il leur transmet des maladies, il peut leur enlever une patte, une aile, etc. C'est très difficile pour la colonie de survivre avec la présence du varroa. Simplement, comme on était en montagne, on avait des hivers froids, et donc il n'y avait pas de ponte de la reine en hiver. Donc on pouvait, nous, lutter contre ce varroa. Mais maintenant, comme il fait doux tout l'hiver, la reine pond quasiment toute l'année, elle arrête de pondre très peu. Donc c'est encore plus difficile pour le varroa, et encore il se multiplie. Voilà. Quels sont les plus graves? Les plus graves, c'est au-delà de nos colonies d'abeilles, c'est la dégradation de l'environnement au niveau botanique. Il va y avoir des arbres qui vont disparaître, comme le hêtre par exemple. Il ne va pas supporter les sécheresses à répétition. Vous avez les sapins qui vont aussi disparaître. Et derrière les hêtres et les sapins, il y a aussi des fleurs, des plantes qui vont souffrir et qui vont aussi disparaître. Donc ça va réduire les floraisons pour les abeilles. Donc ça, c'est quand même extrêmement inquiétant. C'est pour ça que nous, pour lutter contre ce bouleversement climatique, on essaie de favoriser énormément de plantations d'arbres, des arbres dits variés, parce que les arbres, ils ont des racines très profondes, donc ils résistent mieux aux sécheresses, et puis ils apportent beaucoup plus de fleurs que les petites plantes qui, elles, souffrent. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ça, c'est un ensemble, c'est-à-dire que les abeilles, elles vont sur les fleurs. Donc en allant sur les fleurs, elles pollinisent les fleurs, donc elles leur permettent de produire des fruits et des graines. Ces fruits et ces graines sont consommés par des oiseaux, par des petits mammifères, etc. C'est tout un ensemble. Donc pour lutter contre cet impact du bouleversement climatique, la plantation d'arbres, de haies est extrêmement importante. Bien sûr, après, il y a tous les problèmes que rencontrent les abeilles, c'est-à-dire les pesticides, la monoculture, l'agriculture intensive sur laquelle il faut revenir. Mais pour lutter contre le bouleversement climatique, l'arbre, c'est essentiel. En 2019, il y a eu de très grosses chaleurs dans le sud de la France, notamment autour de Montpellier, et des collègues ont perdu des ruches parce que la température dépassait les 55 degrés. Donc la cire fondait, les abeilles mouraient. Un autre problème lié au bouleversement climatique, c'est qu'il y a de plus en plus d'inondations. Donc il y a des gens qui perdent des ruches parce qu'ils les mettent à des endroits où l'eau ne monte pas habituellement, et puis là elle monte au-dessus, donc les ruches sont emportées. Il y a de plus en plus de feux de forêt, et ça devient catastrophique. Merci. Merci à vous. Quelle est ta solution pour lutter contre le réchauffement climatique? Pour lutter contre le réchauffement climatique, j'évite d'utiliser trop de transports comme la voiture, le train, l'avion. Donc je fais principalement je marche à pied, voilà. je vais à l'école à pied, je fais plein de choses à pied. Et aussi, j'essaie de manger plus avec des choses qui sont faites dans la région ou dans la France, pas qui soient au bout de la planète. Merci. Qu'est-ce que ça fait de ne pas manger de viande? Cela limite notre impact carbone et notre impact sur l'effet de serre, car l'élevage des animaux, il produit du CO2, et les animaux, ils en rejettent, et le fait de les élever en produit aussi. Merci. Est-ce que c'est bien de réutiliser ou de réparer les objets? Est-ce que toi, tu le fais? Oui, c'est bien parce que au moins ça leur permet d'avoir une deuxième vie. Et après, ça consomme moins de CO2, vu qu'on n'en rachète pas des nouveaux, si on les donne. Et après, moi, je le fais. Je donne, par exemple, des habits ou des choses que j'utilise plus à des personnes. Ok, merci. En résumé, on connaît le problème depuis 1977. Des jeunes de 6e et de 5e connaissent les solutions. Alors pourquoi, vous les adultes, n'arrivez-vous pas à les mettre en place ? Pour tenter d'avoir un début de réponse, nous allons vous poser cette question. On sait que le réchauffement climatique est causé par des gaz à effet de serre émis par l'homme. Alors pourquoi, d'après vous, n'est-on pas capable de les réduire significativement ? Bonjour Léna. Salut. On est des élèves de la web radio et on aimerait te poser une question. On sait que le réchauffement climatique est causé par des gaz à effet de serre produits par l'homme. Mais pourquoi, d'après toi, on n'est pas capable de les réduire ? Pour moi, c'est parce que les hommes politiques sont trop focalisés sur l'avancement du pays et l'économie. Et du coup, pour eux, le réchauffement climatique passe après. À mon sens, si on n'arrive pas à changer les choses, ça vient aussi de l'humain
au fond de lui-même, je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt. En tout cas, il y a une partie des gens qui sont pas tout à fait prêts à lâcher leur confort et à faire leur petite part du colibri pour essayer de faire en sorte que ça change. Parce qu'on a toutes les connaissances qu'il faut pour changer les choses. Et pour autant, évidemment, ça change pas vite. Il y a quand même des choses qui sont faites et ça, c'est positif. Mais moi, pour répondre à cette question précise, ce serait ça. Ça vient de l'humain, de nous-mêmes. Il faut déjà qu'on arrive à faire un effort sur nous et à envoyer notre petite part du colibri. Et peut-être qu'après, les choses changeront. Merci. On n'arrive pas à les réduire car on construit de plus en plus d'usines et de voitures. Et les entreprises liées à ces processus empêchent les améliorations possibles. En fait, les gens qui vont avoir de l'argent, ils vont préférer s'enrichir sur d'autres choses qui leur feront plus d'argent plutôt que de dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne vaudra pas le coup. Et aussi, je pense que on n'aura pas envie de supprimer notre confort si on ne fait pas tous d'un seul coup. Si c'est pas imposé par la loi ou que pas nous récompenser en quelque sorte, mais si on nous motive pas à le faire, c'est sûr qu'il y aura personne qui va le faire en fait. Grâce aux futures générations, on peut avoir l'espoir de changer, mais il faut vraiment qu'on prenne la conscience de ce que la pollution fait sur notre planète. Et tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, au moins à l'échelle du pays, la France par exemple, ou plus largement, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que moi je ne crois pas aux petits gestes du quotidien. Je crois plutôt à l'impact de la politique sur ces sujets-là. C'est-à-dire que donc la nécessité d'avoir des élus qui peuvent lutter contre les grands groupes industriels parce qu'ils sont puissants pour changer les choses. Donc pour moi, ça passe par les élections françaises, par exemple pour élire le président, ou par les élections européennes pour élire les représentants européens, pour avoir des gens qui peuvent, dans le rapport de force contre les grandes entreprises industrielles, faire bouger les choses vraiment à l'échelle de la planète. Présidente du département de la Lozère, car nous voudrions avoir son avis sur le réchauffement climatique, car certaines personnes pensent qu'il ne faut rien à ça et qu'ils mettent souvent, voire toujours, un autre sujet à la place. Selon vous, quelles sont les difficultés rencontrées par les politiques pour régler le problème du réchauffement climatique ? Alors, bonjour à tous les deux et bonjour à ceux qui sont derrière la caméra aussi. Et d'abord, en fait, ce que j'avais envie de vous dire, puisque tout à l'heure, vous avez employé le mot de politicien. Alors, c'est un terme qui est un peu péjoratif. En fait, c'est juste un temps dans notre parcours de vie où on décide en fait de donner un peu de temps pour les autres. Il y en a qui le font dans des associations, il y en a d'autres qui le font dans les syndicats et puis il y en a d'autres qui s'engagent dans la vie politique. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire au départ. Alors pour revenir à ta question, sur les raisons qui peuvent faire que peut-être il y a ce sentiment en fait que ça va pas assez vite et que les politiques agissent pas assez. Pour moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons de nature différente. D'abord, quand on veut changer les choses, et vous en rendrez compte tous les deux, y compris dans votre vie, il y a toujours une espèce de résistance en fait aux habitudes, au changement, et toujours, quel que soit le sujet, un frein. Après, on a une autre raison et qui tient en fait à ce qu'on appelle les lobbying. En gros, ce sont des groupes en fait de pression, d'influence, qui vont défendre leurs intérêts particuliers, au détriment finalement d'un intérêt général qui est celui en fait de préserver la planète pour nos enfants et pour les générations futures. Et je pense par exemple, on pourrait citer l'industrie du pétrole par exemple. Donc en fait, toutes les décisions, elles sont pas prises, elles sont parfois prises à des niveaux sur lesquels on n'a pas forcément de prise, nous, toujours. Ce sont nos représentants au niveau national qui doivent en fait interagir et agir. Ensuite, il y a d'autres enjeux qui sont par exemple économiques. Lorsque vous êtes sur un territoire et que vous avez une industrie par exemple qui est polluante,
vous défendez en fait de manière indirecte cette industrie parce que ça représente des familles, ça représente des emplois. Donc voilà, donc je pense qu'il y a certains endroits où c'est très très fort. Alors c'est pas vrai chez nous, en Lozère, mais on a des bassins très industriels où ça s'est posé pleinement aux élus de ces territoires. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose que tout le monde ne mesure pas, c'est que nos collectivités, moi je suis présidente du conseil départemental, en fait on a des compétences, on a des choses, des sujets sur lesquels on doit agir, ça s'appelle les compétences obligatoires, et puis on a d'autres sujets, c'est facultatif, et d'autres sur lesquels on n'a pas le droit d'aller. En fait, c'est pas dans nos compétences. Donc chacun est globalement restreint dans le cadre de ses compétences. Voilà. Mais pour autant, pour finir sur ça, c'est que je pense que chacun à la place à laquelle il est peut quand même agir, que ce soit une collectivité, même si c'est dans un cadre restreint, et surtout chaque citoyen. Mais personne n'a toutes les clés. En fait, il faut une mobilisation de beaucoup de personnes. Madame Pantel, quelle action voudriez-vous faire à propos du réchauffement climatique ? Il y a des sujets qui sont essentiels pour le territoire. C'est la question en fait, de la préservation des ressources. Et donc on a essayé d'anticiper. On sait qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir des déplacements de population au sein même de notre pays, puisqu'il va y avoir des zones qui vont devenir soit inondées, soit beaucoup plus chaudes, beaucoup plus incendies. Et donc en fait, la Lozère en fait, va devenir, avec d'autres territoires, mais des territoires ressources et refuges pour beaucoup. Donc il faut qu'on s'organise pour accueillir du monde. Et ça veut dire qu'il faut préserver la ressource en eau. Et pour préserver la ressource en eau, on a lancé en fait ce qu'on appelle des assises de l'eau et on a un plan d'action pour pouvoir garder l'eau, pour pouvoir moins consommer d'eau, enfin voilà. De la même manière sur l'alimentation. Ce qu'on essaye de faire, c'est, on a été retenu sur un appel à projet qui s'appelle Projet alimentaire territorial, et on essaye de favoriser les circuits courts. Par exemple, vous, dans votre cantine ici, vous avez dû entendre parler peut-être d'Acri local. En tout cas, on essaye d'acheter localement aux éleveurs à côté, aux producteurs maraîchers, voilà, pour qu'en fait, il y ait beaucoup moins de bilan carbone, qu'on ne transporte pas des choses qui viennent de très très loin. Ça ne veut pas dire que c'est forcément du bio, ça veut dire que c'est produit à proximité et évidemment en respectant l'environnement. De la même manière, sur nos bâtiments, on a un plan sur les bâtiments pour résorber ce qu'on appelle la précarité énergétique, c'est-à-dire en gros pour isoler les murs et pour consommer moins d'énergie. Parce que finalement, c'est comme les déchets. On parle toujours de l'élimination des déchets, mais en fait, il faut commencer par en produire beaucoup moins. C'est celui qui, évidemment, est beaucoup plus facile à faire disparaître. Comment vous assurez-vous que vos propositions sont efficaces et pas du greenwashing ? Alors, efficace, c'est un grand mot. C'est toujours compliqué d'évaluer, en fait, les politiques. Parce qu'on a l'impression parfois que ce sont des petites gouttes d'eau dans un grand océan. Et pour autant, je pense que chaque petite goutte est importante sur un sujet comme celui-là. Et vous savez que quand on est élu, c'est pour une durée déterminée. Et donc, il y a des élections qui reviennent régulièrement. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les Lozériens et les Lozériennes vont juger de notre action. Certains pensent que c'est de la faute des industriels qu'il y a le réchauffement climatique. Donc nous interviewons M. Légier, directeur du site ArcelorMittal à Saint-Chély, numéro 1 mondial de l'acier. Bonjour à tous. Je vais vous présenter déjà le site de Saint-Chély. Nous sommes un site ArcelorMittal qui est installé dans un cadre, comme vous voyez, très vert. Et notre volonté, comme tout le groupe, est de respecter toujours l'environnement et de progresser toujours plus pour les entreprises, qu'elles soient pérennes dans notre tissu industriel. Parce que demain, si une entreprise pollue trop, vous pensez bien qu'on va demander de la fermer, c'est clair, avec les gens qui habitent autour, etc. Et pour les jeunes qui vont arriver derrière, les jeunes générations. Donc on est forcé d'évoluer vers des entreprises de plus en plus vertes et de plus en plus écologiques.
Donc dans ce sens, hein, le groupe ArcelorMittal a une volonté forte et une politique forte. On s'est engagé à réduire de 35% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et nous nous sommes engagés aussi à réduire à zéro, c'est-à-dire à avoir une neutralité carbone d'ici 2050. Que faites-vous pour respecter ces objectifs? Donc à Saint-Chély, notre volonté, c'est d'être en première ligne, d'être les premiers de la classe. Hein. Donc nous avons 2 centrales hydroélectriques pour produire la moitié de notre énergie électrique. Donc il n'y a pas besoin de centrale au charbon, pas besoin de nucléaire, etc. La moitié, je dirais, de notre énergie tombe du ciel. Hein, c'est une force qui est celle de notre usine depuis quasiment 105 ans. Hein. L'usine a 105 ans, plus d'un siècle. Autre chose que vous avez ici, c'est la récupération de la chaleur du gros four de recuit que vous avez visité là. Avant, nous rejetions toute cette chaleur dans l'atmosphère. Hein. Donc on avait de la chaleur, de l'énergie, et on rejetait ça dans l'air avec des tours d'aéro-réfrigérantes. Donc maintenant, on récupère cette chaleur et on la réinjecte dans toute la ville de Saint-Chély pour chauffer la piscine, les bâtiments, la mairie, etc. On la réutilise pour chauffer de l'eau qu'on en chauffait avant en utilisant du gaz, du fioul ou autre. D'accord ? Donc maintenant, on récupère tout ça. Et c'est quelque chose vers lequel nous allons aller de plus en plus. Voilà. Bon, le but, c'est toujours le même. Hein. D'ici 2050 au plus tard, pouvoir recycler et ne plus gaspiller toute cette énergie que l'on gaspille dans nos industries lourdes. Hein, et éviter les émissions de plus en plus de gaz à effet de serre. Voilà. Quels freins et quelles difficultés les industriels rencontrent-ils pour mettre en place une véritable baisse des gaz à effet de serre? Aujourd'hui, on s'engage pour avoir une émission zéro de gaz à effet de serre en 2050, parce que nous n'avons pas encore toutes les technologies au point pour y arriver. On dit toujours que l'acier se recycle éternellement. Hein. On utilise la ferraille des voitures, on les compresse et puis on les fait refondre. Et vous en refaites autre chose, des machines à laver, ce que vous voulez, des trains. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est réduire le minerai de fer sans utiliser un haut fourneau qui émet pas beaucoup de gaz, etc. Donc si on veut faire de l'acier propre, il faudra réduire ce minerai de fer avec de l'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'il y a des études qui sont en cours, même avec une société qui va installer un pilote ici. On va installer un hydrolyseur qui va nous fournir de l'hydrogène, mais qui est un pilote. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas fabriquer de l'hydrogène avec des rendements élevés, à 100%. Hein, ça coûtait très cher. Donc demain, c'est ce qu'ils doivent mettre au point, et ça prendra des années. Hein. Avoir la technologie qui permet de faire de ce que l'on fait, nous, avec peu d'émissions ou pas d'émissions, ça prendra des années. Mais c'est une volonté forte. Ce sont des investissements, de l'argent et des investissements très lourds. Il y a beaucoup d'aides des États, hein. Des aides de l'Europe, il y a eu des aides de l'État français, hein, pour aider à investir dans des industries de plus en plus propres. La dérive climatique, c'est aussi économiser l'eau. Donc aujourd'hui, il faut savoir que Saint-Chély, en période sèche, l'usine ne peut utiliser et doit utiliser des quantités d'eau qui sont très basses. D'accord ? Quand vous voyez les ruisseaux qui sont bas, nous utilisons de l'eau que nous prenons dans les 2 ruisseaux qui sont la Malagazane et le Cross. En période d'étiage, on doit constamment réutiliser notre eau. D'accord ? On est quasiment en boucle fermée avec de l'eau que l'on fait passer par notre centrale d'épuration et on réutilise la même eau. Et on a un appoint d'eau fraîche, je dirais, qui est de 5 mètres cubes en période d'étiage. Donc imaginez que pour une industrie comme la nôtre, 5000 litres à l'heure d'eau neuve de toutes les lignes que vous avez vues, ce n'est rien du tout. Hein. Rien du tout. D'ailleurs, on est, pour vous donner une autre image aussi, constamment, on fait des analyses de l'eau et du biotope, hein, les poissons, les crustacés, etc., qu'il y a en amont de là où on prend l'eau de l'usine et en aval, où on la rejette. Il faut que l'usine ait un impact nul sur l'environnement. Nul. À savoir que vous ayez autant de petits poissons, de petits crustacés avant qu'après.
Et de même, il y a des normes pour la température. On prend l'eau à telle température, il ne faut pas qu'il y ait un écart entre l'eau qu'on prend et qu'on rejette, trop important. Sinon, on est pénalisé. Voilà. Il faut voir qu'une usine comme la nôtre, dans l'environnement, elle doit être de plus en plus neutre. Plus d'émissions de gaz. Donc il y a la pollution de l'air, il y a la pollution de l'eau, il y a le prélèvement de la quantité d'eau, il y a la pollution sonore et toutes ces choses-là. Tout ça, ce n'est qu'une question de choix. Et pour faire les bons, tout est une question d'information. C'est pour cela qu'au Collège Marcel Pirel, nous avons mis en place une boîte à questions. Les élèves, les parents, les professeurs peuvent tous y poser des questions ou des remarques. Nous, les éco-délégués du groupe Climat, y répondons sur le site du Collège Marcel Pirel. Pour lutter contre le réchauffement climatique, la première étape est de se sensibiliser pour bien comprendre de quoi on parle. Il existe des solutions, comme les petits gestes du quotidien pour les citoyens, ou bien des solutions à plus grande échelle pour l'industrie par exemple. Il ne faut pas attendre que les autres s'y mettent sans rien faire. Il faut se mobiliser ensemble et coordonner nos efforts tout de suite. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lilas. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Il faut Nous avons interviewé des élèves et des adultes de l'établissement. Le parfum, imagine le parfum. L'Éden, le jardin, c'était pour demain. Mais demain, c'est pareil. Le même désir tout au fond des cœurs. Pour changer en douceur, changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs. Là sur la terre, il y a des choses à faire pour les enfants, les gens, les éléphants. Ah, tant de choses à faire, moi pour te donner du cœur. Je t'envoie des fleurs, on aura des foulards, des chemises, et que voici les couleurs vives. Et que même si l'amour est parti, ce n'est que par